Bonjour et bienvenue dans ce mini-programme de coaching Objectif Marathon. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question cruciale, et cette question c'est comment éviter le mur sur le marathon. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvain, je suis entraîneur diplômé en course à pied depuis près de 20 ans, titulaire du brevet d'état 2e degré d'athlétisme, option demi-fond, 3e degré formateur course hors stade, et titulaire d'un diplôme européen de préparateur physique. Et comme j'entraîne également des marathoniens depuis près de 20 ans, eh bien mon objectif c'est de partager avec vous ma méthode qui vous permettra d'éviter le mur. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler du mur sur le marathon. Peut-être l'avez-vous même déjà rencontré. Eh bien cette vidéo va se diviser en deux parties. Une première partie, nous allons voir ce qu'est le mur, à quoi il est dû, et bien sûr, dans la deuxième partie, comment faire pour l'éviter. Comme c'est un programme de coaching, vous n'allez pas rester inactif et donc vous allez commencer par aller chercher un crayon, un stylo et de quoi prendre quelques notes sur cette méthode et répondre à la fin à un mini questionnaire qui vous permettra de savoir si vous êtes dans une zone à risque concernant ce mur. C'est bon, vous avez de quoi noter? Alors on est parti. Le mur c'est quoi? C'est une grosse baisse de régime vers le 30-35e kilomètre de votre course. Ça c'est une moyenne statistique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer le mur avant le 30e kilomètre, notamment si on est parti trop vite. Et ce n'est pas parce qu'on a dépassé le 38-39e kilomètre qu'on est totalement à l'abri. Mais classiquement, la grande majorité des marathoniens qui rencontreront ce mur le rencontreront après le 30e kilomètre. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'allure va chuter brutalement. On ne peut plus tenir cette allure qu'on a depuis le départ. On ne peut plus monter les genoux et certains vont même devoir marcher pendant quelques kilomètres. Ce mur, à quoi est-il dû? Eh bien, il est provoqué par un épuisement des réserves en glycogène. Le glycogène, ce sont nos glucides sous leur forme stockés par l'organisme, soit dans le foie, ce qu'on appelle le glycogène hépatique, ou dans les muscles, le glycogène musculaire. Et donc, cet épuisement des réserves conduit à l'hypoglycémie. Nos réserves, notre glycogène, permet à l'allure marathon de courir environ 1h45, grand minimum, souvent aux alentours de 2h, 2h15 et un peu plus rarement pendant 2h30. Si au bout de 2h15 on a franchi la ligne d'arrivée, pas de problème. Mais on est d'accord, ça ne va pas être le cas de beaucoup d'entre nous. Notre organisme, qui pour produire de l'énergie, de l'ATP, consommait en majorité des glucides et en minorité des lipides, va changer de régime de carburation et va se mettre à consommer en majorité des lipides qui sont disponibles en grande quantité puisqu'il n'a plus de glucides à disposition. Le problème de cette lipolyse aérobie, c'est que c'est une filière avec une capacité illimitée, mais une puissance limitée. Toute la chimie qu'il y a derrière cette filière-là ne permet pas d'apporter massivement de l'énergie comme peuvent le faire les glucides. Donc c'est une filière idéale pour l'ultramarathon, l'ultra-trail, mais elle ne permet pas de tenir des allures plus élevées comme celles qu'on doit tenir sur le marathon. Alors attention, toute chute de l'allure n'est pas forcément provoquée par le mur. On verra un petit peu plus loin à quoi cela peut être dû. Mais tout d'abord, le plus important et ce que vous attendez, c'est la méthode pour éviter le mur. Eh bien, le premier point de cette méthode, vous pouvez noter, ça va être d'enrichir votre mélange de carburation en graisse. Je vais vous l'expliquer, suivant nos allures, on va brûler, entre guillemets, plus ou moins de glucides ou plus ou moins de lipides. Plus à une allure donnée, vous pourrez augmenter la consommation de lipides et plus vous pourrez épargner vos réserves en glucides. Comme on doit rallier l'arrivée avec une quantité limitée et qui ne sera de toute façon pas suffisante, eh bien il faut mettre en place toutes ces stratégies d'épargne du glycogène, notamment en utilisant d'autres carburants que sont les graisses. Comment on peut obliger notre organisme à augmenter sa carburation en graisse? Eh bien tout d'abord en faisant des footings à jeun. Pensez toujours à bien demander un avis médical avant, être sûr que vous n'ayez pas de problème de rein par exemple. Mais le footing à jeun, puisqu'on partira par définition avec des réserves de glycogène plus faibles suite au jeûne nocturne, eh bien on aura un accès un petit peu plus facile à nos réserves de graisse. De la même façon, il faut insister sur les footings en endurance fondamentale. C'est à ces faibles allures, 60-65% de VMA, que l'organisme utilise le plus et le mieux ses réserves de graisse. Et puis si on veut que l'organisme utilise les graisses, il ne faut pas lui apporter systématiquement et constamment du sucre. Donc ne systématisez pas les ravitaillements à l'entraînement, on peut les utiliser de temps en temps pour tester, mais pas à chaque fois. Et de la même façon, vous ne devez pas prendre systématiquement de collation avant l'entraînement. Beaucoup ont la peur du manque,
ou prendre une petite compote, une banane, ou des choses un petit peu moins avouables. Mais si votre organisme ne se trouve jamais en manque de sucre, eh bien, il ne sera jamais obligé d'aller puiser dans les graisses. Et ce n'est pas le jour du marathon qu'il faut compter faire cet apprentissage. Et puis enfin, il est très important de maîtriser vos sorties longues, en termes d'allure, avec notamment des fractions à l'allure spécifique, pour optimiser votre carburation à cette allure-là, etc. Le deuxième point de la méthode pour éviter le mur, eh bien, c'est de réaliser une charge glucidique. La période de charge glucidique, c'est d'avoir l'intention, sur les 3 jours avant le marathon, d'augmenter les portions de glucides dans notre alimentation quotidienne, afin d'optimiser nos réserves. On peut aussi s'inspirer du régime dissocié scandinave, et faire précéder cette charge glucidique d'une période pauvre en glucides sur 2 à 3 jours, de façon à priver l'organisme de sucre et à augmenter, par effet de surcompensation, les phénomènes de stockage sur les 3 jours qui précèdent le marathon, quand vous allez augmenter cette portion en glucides. Bien sûr, ces protocoles ne sont pas anodins en termes digestifs, donc il faut toujours avoir testé sur un semi-marathon ou sur une sortie longue. Toujours dans cet esprit d'optimiser nos réserves en glucides, eh bien, vous devrez prévoir une boisson d'attente. On sait que le stress, notamment entre le dernier repas et le départ du marathon, va puiser dans nos réserves en glycogène. Et donc cette boisson d'attente, qui va être un mélange de glucose, de fructose, en tout cas des sucres à faible index glycémique, va venir compenser ces pertes de façon à ne pas être en manque alors que la course n'est pas encore partie. Le troisième point de la méthode pour éviter le mur sur le marathon, eh bien, c'est de partir à la bonne allure. Le marathon est une course d'endurance où la gestion prime sur tout le reste. Comme pour une voiture, si vous procédez par à-coups, vous allez augmenter la consommation. Si vous commencez votre trajet à une vitesse trop élevée, vous allez augmenter votre consommation. Pour le marathonien, c'est pareil. Si vous partez dans des pourcentages de VMA trop élevés par rapport à vos qualités, eh bien votre consommation en glycogène augmentera et le mur arrivera d'autant plus vite. Il est donc capital de partir à la bonne allure et pour ça, de savoir à quelle allure vous devez partir en évaluant précisément votre objectif, avec notamment un test VAM-EVAL ou une prédiction de votre allure marathon en fonction de votre résultat au semi-marathon si celui-ci est pertinent et suffisamment significatif. Le quatrième point de la méthode pour éviter le mur, eh bien, ce sera d'avoir une bonne stratégie de ravitaillement. On a appris à notre organisme à utiliser les graisses en plus grande proportion. On a augmenté nos réserves de glycogène avec la charge glucidique. On se présente au départ avec des réserves optimales grâce notamment à la boisson d'attente. Et on épargne nos réserves en partant à la bonne allure. Néanmoins, si on a un marathon en plus de 2h30, 3h, 3h30 à faire, ces réserves ne seront toujours pas suffisantes. Et il faut donc apporter au long de la course des glucides en quantité suffisante pour espérer repousser encore un petit peu ce mur. Pour ça, vous devez trouver la quantité de glucides assimilable pour vous. C'est très individuel, c'est rarement au-delà de 40 grammes de glucides par heure. Par exemple, si vous prenez un coup de fouet ou ces tubes de gel là à chaque ravitaillement tous les 5 km, eh bien sachez que déjà on explose ce plafond de 40 grammes par heure. Et à coup sûr, on va se provoquer des problèmes et provoquer des phénomènes de déshydratation. Donc trouvez la quantité qui vous convient, trouvez le produit et la technique qui vous est adapté. Est-ce que c'est plutôt le gel ou est-ce que vous allez tolérer plutôt une boisson plus facile à digérer? Et bien sûr, quel que soit votre choix, vous devez avoir testé ce ravitaillement sur un semi-marathon ou au pire sur une sortie longue. Et enfin, j'attire votre attention sur la concentration de votre boisson, notamment par temps chaud. Plus il fera chaud, plus vous allez boire en grande quantité et risquer d'apporter des grandes quantités de glucides et donc de dépasser les capacités d'absorption de votre organisme. Plus il fera chaud, plus vous devrez diluer la concentration en glucides de votre boisson. Donc voilà pour la méthode qui va permettre d'éviter de rencontrer ce mur. Mais est-ce que tout le monde est concerné par le mur sur le marathon? Eh bien non, on l'a vu tout à l'heure. Pour ceux qui feront moins de 2h15 de course, voire 2h30 qui sont partis à la bonne allure et qui ont des réserves suffisantes, eh bien ceux-là ne rencontreront pas le mur. Et à l'opposé, pour tout celui qui va courir le marathon en plus de 3h45, eh bien on sera sur des fractions de VMA plus faibles et on passera sous le seuil aérobie qui se situe aux alentours de 70% de la VMA. Et le fait de passer sous ce seuil va permettre de carburer principalement au gras, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc d'épargner les réserves de glycogène. Et un peu à la façon d'un ultramarathonien, carburer au gras permettra d'avoir toujours suffisamment d'énergie pour faire fonctionner nos muscles. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui courent en plus de 3h45 n'auront pas de défaillance ou de chute de l'allure en fin de course. Car en effet, il y a d'autres sources de défaillance et d'autres phénomènes qui peuvent venir perturber votre fin de course.
On va citer les métabolites, c'est-à-dire schématiquement tous les déchets qui vont être produits par l'organisme lors de l'effort, comme par exemple l'acide urique et tous les déchets azotés. En courant et à cause des chocs provoqués par les foulées, on va notamment avoir de la casse musculaire et des petits fragments de fibres musculaires qui vont être libérés dans le sang, considérés comme des corps étrangers qui vont provoquer une sorte d'inflammation. On va voir également le système nerveux central, considéré dans certains cas que la durée de l'effort est anormalement longue, et qui fera cesser l'exercice sans qu'il y ait pour autant un manque d'énergie pour faire fonctionner les muscles. Et de la même façon, si la température du corps est trop élevée, si vous avez une mauvaise thermolyse, une mauvaise capacité à dégrader la chaleur excessive, eh bien le cerveau peut également faire cesser l'exercice. Et puis on ajoutera à cette liste non exhaustive la déshydratation et les différents problèmes digestifs dus notamment à des erreurs de ravitaillement. Alors pour récapituler, vous allez répondre par oui ou non à ces 5 questions. La première c'est: avez-vous évalué votre objectif marathon en fonction de vos qualités, avec notamment un test VAM-EVAL? Vous répondez oui sur votre feuille ou vous répondez non. Avez-vous l'habitude de faire des sorties de plus de 2 heures? D'une part dans vos préparations marathon habituelles si vous avez déjà fait des marathons, ou à l'occasion de préparations pour des trails. Si vous ne faites jamais de sortie de plus de 2 heures, ou si ça vous est arrivé qu'une seule fois dans votre vie, eh bien vous répondez non. Troisième question, faites-vous régulièrement des footings à jeun? 40-45 minutes minimum, une fois par semaine. Quatrième question, avez-vous une stratégie déjà établie pour vos ravitaillements? Est-ce que vous avez déjà des habitudes, des gels ou des boissons qui vous conviennent et pour lesquelles vous avez trouvé des quantités idéales pour vous? Et puis dernière question, prévoyez-vous faire un marathon en plus de 3h45? Si vous êtes sûr de faire 3h45, 4h et plus, vous répondez oui. Si vous pensez faire moins de 3h45, on va dire entre 2h45 et 3h45, vous répondez non. On aurait pu ajouter d'autres critères, votre kilométrage hebdomadaire, le nombre de séances par semaine, mais on va dire que déjà avec ces 5 questions, ça permet de dresser votre profil et de savoir si vous avez un risque élevé ou non de rencontrer le mur sur le marathon. Et donc si vous avez répondu plus de 2 fois non, eh bien vous êtes dans la zone à risque et vous allez devoir passer à l'action sur ces différents points de façon à diminuer votre risque. Comment faire? Eh bien je vous donne quelques pistes. Premier point, ça va être de systématiser des sorties à jeun, des sorties longues sans vous ravitailler excessivement et bien sûr mettre l'accent sur les sorties en endurance fondamentale qui doivent représenter 70 à 80% de votre volume hebdomadaire. Au niveau de l'alimentation, j'ai mis low carb, c'est-à-dire que vous devez veiller à ne pas toujours et en permanence apporter du sucre à votre organisme, surtout avant les séances. Acceptez de vous entraîner sans avoir pris de collation ou sans avoir consommé une boisson énergétique, de façon à apprendre à votre organisme à se passer des glucides. Troisième point, vous devez trouver un protocole qui vous convient en termes de charge glucidique, simple ou dissocié comme avec la méthode scandinave, de façon à augmenter les capacités de stockage de votre foie, de vos muscles. Concernant la stratégie de course, eh bien il est capital de trouver votre allure spécifique et de s'y entraîner le plus souvent possible, et d'apprendre à gérer cette allure avec le plus de régularité possible. Et enfin, dernier point, établissez une bonne stratégie de ravitaillement de façon à apporter environ 40 g de glucides par heure de course sans dépasser cette limite, ce qui permettra d'épargner les réserves de glycogène et de maintenir votre allure spécifique le plus longtemps possible. Voilà, vous avez maintenant toutes les armes nécessaires pour éviter ce fameux mur sur le marathon. Vous l'avez compris, c'est une stratégie globale. Il faut agir sur tous ces facteurs-là, l'entraînement étant la base de cette méthode, soutenue par les stratégies alimentaires, le ravitaillement, la bonne évaluation de l'objectif et la gestion de l'allure. Vous avez pris des notes, vous avez maintenant une checklist qui ne doit pas rester sans suite. C'est à vous d'appliquer dans les semaines qui viennent ces différents points et de mettre en place ces différentes stratégies. Et puis on se retrouve demain dans la prochaine vidéo de ce mini-programme de coaching Objectif Marathon, où nous traiterons d'un nouveau thème qui, vous allez le voir, est assez douloureux. Allez, portez-vous bien et à très vite. Ciao.